l'évocation de Bonaventure à Berlin, l'évocation d'Enzo et de la Ngonso, la statue tutélaire, statue entre guillemets, la figure tutélaire d'Enzo qui est à Berlin aussi, nous lie d'une manière très forte et j'espère qu'on va être à la mesure du niveau que tu as posé avec cette conférence introductive avec nos travaux. Un grand merci à toute l'équipe de l'Institut français pour cet accueil très généreux dont nous profitons depuis hier à Yaoundé d'abord et aujourd'hui ici. Et puis sans plus tarder, merci à Héloïse en particulier qui s'est vraiment bien occupée de nous et à Marcel pour la technique qui est pour nous importante. Un grand merci. Je commence sans plus tarder. Ce qu'on se propose de faire ensemble, c'est d'évoquer à trois voix, avec ma collègue Irine Machinda et Richard Tsogang-Fossi, chacun l'un après l'autre, pendant une quarantaine de minutes, le travail qui nous a occupés. Et ensuite, si on a encore un peu le temps, on aimerait beaucoup avoir une discussion avec vous, pour ce qui pour nous est plus intéressant, bien sûr, que de nous entendre nous-mêmes. Le projet qui nous a liés, nous trois ici, s'intitule l'Atlas de l'absence. Et nous trois, nous ne sommes que les représentants d'un groupe bien plus important que vous voyez réuni ici, qui a pu, pendant 3 ans, entre 2020 et 2023, avec un certain privilège de la mobilité dans les deux sens, travailler entre le campus de l'université de Chang, et, que vous voyez ici en bas, et le campus de l'université technique de Berlin, que vous voyez en haut, travailler à cette recherche qu'on va présenter. À la fin du travail, à la fin du parcours, quand il s'est agi de mettre tout ça entre deux couvercles de livres, nous avons associé un représentant de la communauté Nso, que vous voyez ici, un jeune doctorant de l'université de Potsdam, Foga MC Cornelius Refem, d'un côté, qui représente, disons, la jeune génération de ceux qui demandent des restitutions, des retours d'œuvres d'art. Et nous avons associé le prince Kumanumbe III, qui lui, depuis les années 90, depuis Bonaberi Douala, travaille, lutte pour ces questions et pour la restitution en général et d'une pièce particulière dont on parlera plus tard. Tout ce travail a été financé par l'Agence nationale de la recherche allemande, la Deutsche Forschungsgemeinschaft, qui a un charme, à part d'être généreuse, c'est qu'elle ne se mêle pas politiquement des contenus. C'est-à-dire qu'elle passe les fonds et qu'elle laisse les équipes travailler. Ce travail, donc, nous a mené d'abord à une grande amitié, je dirais, une amitié intellectuelle et une amitié humaine, maintenant, mais aussi à la publication de ce livre, donc, que vous voyez ici, publication collective avec tous les auteurs à égalité parmi les contributeurs du volume. Un livre que nous avons publié donc le 5 juin dernier et qui, dès le 5 juin, a fait, pardonnez-moi l'expression, boum. Il a fait même plus que boum, il a créé une explosion dans l'opinion publique, tant dans les médias anglophones, avec cette information centrale dans le livre, selon laquelle 40 000 pièces sont détenues dans les musées allemands, en provenance du Cameroun, et des pièces particulièrement anciennes, puisque, comme Zachary l'a rappelé, les Allemands ont été les premiers à s'emparer de cette région du monde qui ne s'appelait pas Cameroun auparavant. Et tout de suite après la publication de ce livre, les Allemands eux-mêmes ont considéré, les musées qui possèdent ces pièces, vous voyez ici le titre « Cameroun wird das nächste große Thema », ont considéré eux-mêmes que le Cameroun, pour eux, pour les musées allemands, allait être le prochain grand sujet. Il parle de prochain grand sujet car il venait de restituer une grande partie du patrimoine du Nigeria au Nigeria. Donc pour notre présentation, et je vais bientôt aussi passer la parole à mes collègues, nous avons organisé le propos en 3-4 petits volets qui s'appellent stupéfaction, ultraviolence, prendre la force et restitution. Et avant de commencer, puisqu'on parle d'absence, nous nous sommes mis d'accord pour ajouter un numéro 0 qui s'intitule Absence, et même absence au carré. Absence au carré d'abord de notre collègue Michael Assil-Kinga, doctorant à l'université de Berlin, qui n'a pas été autorisé à quitter l'Allemagne pour revenir dans son pays pour 3 jours à la menace ou au risque de ne pas pouvoir retourner en Allemagne s'il prenait ce risque qu'il n'a pas voulu prendre, ce que nous comprenons très bien. Michael Assil-Kinga n'est pas seulement un doctorant brillant qui a fait sa thèse dans le cadre de notre projet, c'est aussi une star de la télé allemande, puisque c'est l'un de ceux qui présente le mieux les sujets qui nous occupent. Vous le voyez ici sur ZDF, la 2e chaîne de télévision publique allemande. Il a reçu récemment, et c'est lui qui les a reçus principalement, le comité interministériel de restitution créé par l'État du Cameroun, c'est-à-dire qu'il parle
aux diplomates, aux politiques, et il est présent également dans la presse allemande, dans la presse écrite. Vous le voyez ici avec notre autre collègue Lindy Breuer dans les dépôts, dans les réserves du musée de Leipzig. Donc on est en colère qu'il n'ait pas eu le visa ou qu'il n'ait pas eu la possibilité de venir. Bon, je suis très en colère, mais c'est un autre sujet. En tout cas, la question de la recherche scientifique entre des partenariats scientifiques ne peut pas se faire si la question des visas entre chercheurs n'est pas réglée une fois pour toutes entre nos pays. Et là, vraiment, il reste du travail. Le deuxième silence, la deuxième absence, mais Zachary l'a évoqué déjà, c'est le fait que nous, groupe étant un groupe berlinois venu avec ce projet, n'allons pas parler des épisodes brutaux et cruels de la colonisation française, mais nous en sommes bien conscients. Donc c'est la deuxième absente, disons, de cet exposé. Et je vais rapidement passer donc sur le premier petit chapitre qui s'appelle Stupéfaction, pour vous donner un ordre de grandeur, une idée de ce qui est conservé en Allemagne aujourd'hui, venant des régions qui sont les vôtres, non seulement d'ici, du littoral, mais aussi de toutes les aires culturelles du Cameroun. Quand on a commencé le travail, on savait qu'il y avait à Paris, au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui est le grand musée centralisé français, issu du musée des colonies, du musée de l'homme, c'est-à-dire un musée, disons, colonial, qui cache maintenant son nom. Nous savions qu'il y avait environ 8000 pièces en provenance du Cameroun. Nous le savions depuis le rapport que j'ai écrit avec mon collègue Felwine Sarr. Nous avons demandé pour notre travail ce qu'avait le British Museum à Londres. Et le British Museum a refait ses listes, refait ses comptes pour notre projet et arrivé, entre guillemets, à seulement 1500 pièces, alors que, comme on vient de l'entendre, la Grande-Bretagne a aussi colonisé ces régions. Donc, quand on a commencé le travail, on savait, on pensait qu'on trouverait en Allemagne, puisque l'Allemagne avait colonisé ici avant, qu'on trouverait environ 10 000 pièces, peut-être à peu près comme en France, on se disait, du patrimoine culturel africain. Et on s'est mis à la recherche, on s'est mis en dialogue, ce qui a été un dialogue difficile au début, qui nous a pris 1 an avant d'instaurer la confiance avec les musées allemands, qui ont fini par nous fournir leurs inventaires, nous laisser accéder à leur base de données interne. Et au bout d'1 an, en compilant les informations de ces musées publics, on ne parle pas de ce qui est dans des mains privées, uniquement les musées publics allemands, on est arrivé à cette somme considérable de pièces, plus ou moins 40 000 pièces, aujourd'hui présentes, sur probablement le double arrivé, mais détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, disparu, etc. Ce sont des pièces, juste par comparaison, 40 000, le British Museum à Londres a 69 000 pièces au total pour toute l'Afrique. Et le musée du Quai Branly aussi a 69 000 pour toute l'Afrique au sud du Sahara. Ça veut dire que si un seul pays, le Cameroun, en a 40 000 dans l'Allemagne, c'est énorme, c'est considérable. Ces pièces viennent de tout le pays, de toutes les régions. Donc il y a celles qui sont très connues, comme le trône de Njoya, de Funban, mais beaucoup, vous voyez la statue Nso ici, d'Nso, qui a été évoquée tout à l'heure. Mais toutes les régions sont représentées, et grâce à nos travaux, nous avons pu cartographier l'origine des pièces présentes dans les collections allemandes, d'après les informations données par les collections allemandes. Et il faut toujours dire et répéter que ces informations souvent sont erronées, que si vous ou moi, plutôt vous que moi d'ailleurs, vous tous qui connaissez, qui êtes plus familiers de ces pièces, si vous allez dans un musée, vous verrez parfois des étiquetages, des labels. En Europe, les musées allemands conservent le plus de collections d'art. Je dis art, je dis objet, on y reviendra sûrement, c'est des termes inappropriés, mais ou approprié, inapproprié, c'est fluide. En tout cas, ils conservent les plus grandes collections. Vous voyez que le Vatican, on l'a noté avec un point d'interrogation, car ils n'ont pas été capables de nous dire combien de pièces ils avaient du Cameroun. Et le résultat, c'est que l'Allemagne au monde est le pays qui conserve le plus de pièces camerounaises anciennes. Bien plus, par exemple, que le musée de Yaoundé national, qui en comporte 6 000, en comparaison avec les 40 000, et 6 000 qui ne sont pas spécialement anciennes, qui sont même des pièces du XXe siècle. Tout ça s'explique par la colonisation. Si on regarde ici la période d'entrée des pièces dans les musées, c'est-à-dire ce qui est représenté avec une croix, ou quand il n'y a rien, c'est qu'aucun objet est entré, dans la période qui précède 1884. Et vous voyez à Stuttgart, Leipzig, Berlin, pendant la Deutsche Kolonialzeit, c'est-à-dire la période coloniale allemande, des entrées massives d'objets. C'est ce qui nous a incité, alors que nous sommes plutôt germanistes, spécialistes de littérature, de poésie,
spécialiste d'histoire de l'art, spécialiste des musées, ça nous a obligés à plonger dans les archives militaires, notamment, puisque nous avons vu que une grande partie des objets ont été donnés, entre guillemets, apportés, leur nom est documenté avec ces objets, par des militaires. Et puis les autres groupes que vous voyez ici sont moins importants, avec la mission à la fin sur laquelle on reviendra. Je passe la parole donc pour ces questions d'ultra-violence militaire en lien avec la beauté, la spiritualité, la créativité, la liberté, la diversité, c'est-à-dire ce que sont ces pièces camerounaises. Pour comprendre cette ultra-violence, je passe volontiers la parole à Richard Tsogang, au docteur Richard Tsogang Fossi. Merci. Merci Bénédicte d'avoir si richement planté le décor du thème qui nous occupe et qui nous a occupés toutes ces 3 dernières années. Merci également à l'Institut français pour l'idée de nous associer à ce programme hautement riche. Merci également à Zachary pour avoir également supplanté ce décor colonial, c'est-à-dire en faisant justement, partant de la période coloniale allemande vers la période coloniale française. Comme Bénédicte l'a si bien dit, la période coloniale française n'était pas notre propos, puisque travaillant dans des archives coloniales allemandes, il était pour nous prioritaire de faire d'abord ressortir cette histoire. Peut-être que pour les prochains travaux, on va justement avoir un œil sur d'autres pays. Ceci étant, je vais axer mon propos spécifiquement sur les violences militaires et missionnaires. Et bien sûr, pour un mot d'ordre général sur la colonisation, je ne vais plus aller en profondeur, ayant beaucoup apprécié ce que Zachary en a déjà dit. Donc, assez brièvement, je vais tout simplement dire qu'autour de 1880, on a assisté à une course folle vers la constitution des colonies de la part de puissances européennes. Et il y avait des paradigmes humanitaires, économiques, comme vous pouvez d'ailleurs le voir dans cette photographie, qui ont justifié justement cette course vers des colonies. Et vous voyez ici des travailleurs camerounais en train de sécher du cacao pour des plantations allemandes. Mais les paradigmes utilisés étaient également civilisationnels et humanitaires. Et c'est intéressant de voir, par exemple, ce que disent les débats, comment étaient présentés les débats là-dessus au Reichstag allemand, c'est-à-dire au Parlement. Et vous avez ici une citation qui dit « Ce n'est pas seulement l'obligation légale qui nous incombe en tant que protecteurs. Protecteurs. Non, messieurs, notre position d'état de culture nous oblige à aider ces peuples avec les arguments évidents de la vision civilisée du monde et à essayer de leur procurer de meilleures conditions de vie que celles qu'ils ont pu se procurer eux-mêmes dans leur imperfection. Coloniser, c'est faire du prosélytisme. » Donc, au-delà de ce vœu pieux, on va constater que très tôt, l'activité coloniale va se muer sur le plan culturel en une sorte de captation patrimoniale assez violente, que ce soit de la part des militaires, administrateurs ou missionnaires. Et cet extractivisme a permis également l'accumulation frénétique de pas mal de biens, comme Bénédicte l'a si bien dit tout à l'heure, dans des musées allemands. Et nous avons dans l'Atlas un collègue qui a travaillé spécifiquement sur cette question d'expédition militaire au nom de Jan Le Gall. Dans la phase expérimentale ou de tâtonnement qui va à peu près de 1884 à 1890, cette violence coloniale allemande était l'œuvre de quelques officiers, de quelques scientifiques ou de voyageurs allemands qui dirigeaient des troupes de mercenaires recrutés dans d'autres zones de l'Afrique et spécifiquement en Afrique de l'Ouest. C'est le cas du Dr Eugen Sinngraf, naturaliste et juriste, que vous pouvez voir ici en image dans une pose assez narcissique. Et à lui tout seul, il a fourni 631 pièces de biens culturels camerounais dans des musées allemands.
issu en partie des expéditions dites punitives dans les régions de Banyan, Bafut, Mancon et aussi c'est le cas de Dominique dont je viens de parler en pays Bancon que nous appelons communément Abo. Et que dit-il au cours de l'expédition? J'étais assis là à midi, le jour de mon premier anniversaire en Afrique, au milieu de Paco en feu. Les maisons en flammes s'effondraient avec fracas, la boue rouge s'élevait vers le ciel, les femmes et les enfants erraient désemparés en poussant des grands cris lorsqu'ils tombaient sur un mort connu. Pour la première fois, j'avais vu la bête humaine se déchaîner et j'étais encore sous l'impression de toute cette horreur lorsque les premières patrouilles qui avaient poursuivi les fuyards dans la forêt arrivèrent, chargés de toutes sortes de butins, en poussant des cris de joie. Ça, c'est ce qu'en dit Dominique lui-même. Et le même propose également au musée ethnologique de Berlin à un certain von Luchan, qui était le directeur de la section océanique et Afrique, cette tunique que vous pouvez voir en image et qui appartenait au maréchal du roi Ngila. Et le maréchal lui-même s'appelait Ngimene. Et Dominique raconte comment il a tué cet homme et a ôté sa tunique qu'il allait proposer avec enthousiasme au musée ethnologique de Berlin. Cependant, la violence militaire ne profite pas qu'aux militaires et ravitaille en fait un vaste réseau de captation patrimoniale de l'époque. Et je vais prendre l'exemple du commerçant ou bien du négociant Adolf Dill, qui confesse justement comment est-ce qu'il a acheté des objets issus du contexte de guerre. Et vous avez ici un certain nombre de musées où on retrouve ces objets. Et qu'est-ce qu'il dit au directeur du musée ethnologique de Leipzig en 1906? C'est ce que nous lisons là. La plupart des officiers collectionnent à titre privé. J'ai acheté mes affaires à un sous-officier de la Schutztruppe par l'intermédiaire d'un de nos hommes à Bamon. Il est difficile d'obtenir quelque chose de ces derniers car tout le butin est expressément désigné comme butin de guerre et réservé pour Berlin. Je veillerai néanmoins déjà à ce que vous ne soyez pas lésés. Donc, avec ceci, il est clair comment il achetait des objets auprès, n'est-ce pas, des militaires. Mais les administrateurs ou les médecins ne sont pas en reste. Je vais citer ici le cas du docteur Max Buchner, qui, justement, non loin de nous, c'est-à-dire à Bonabéry, a capturé en décembre 1884 le tanguay de Lord Priso, que voici, et qui est l'objet de réclamation depuis les années 90 par le prince Komandombe et la communauté Bele-Bele. Et bien sûr, le gouverneur Jesko von Puttkamer, qui se félicite non seulement d'un impressionnant troupeau de vaches volées en pays Golo, Rio del Rey, c'est-à-dire non loin d'ici également, mais se félicite également d'un grand bouclier emporté par Dominique en pays Gila. Donc, est-ce que nous ne pouvons pas dire que tout cela se faisait sans la résistance de la part des populations colonisées? Et je vais prendre l'exemple d'une maison qui était spécialisée dans la vente d'artefacts en Allemagne, qui en 1914 a écrit comme un document de promotion pour vendre plus cher les artefacts, mais qui aujourd'hui nous permet de comprendre les situations de résistance. Et qu'est-ce qui est dit? Il fallait souvent négocier longtemps pour de petites choses. Avec le chef de Bamenju, par exemple, il a fallu négocier pendant 14 jours pour un hocher de danse. Et lorsqu'il l'a cédé enfin, il a d'abord coupé 4 brins de cloche parce qu'elles lui venaient en héritage de son arrière-grand-père. On comprend donc qu'il soit encore plus attaché aux sculptures qui représentent généralement des figures d'ancêtres. Et je dois aussi m'empresser de dire que cette violence
cette résistance n'était pas seulement vis-à-vis des biens culturels, mais également une résistance organisée sur le plan militaire. Et nous avons ici quelques-uns de ces rois qui ont résisté farouchement à cette occupation violente de leur territoire, tel que nous avons là le roi Ngrand Ngila, ou encore ici le roi de Tibati de l'époque qui a été capturé en 1899, transporté de force à la côte ici à Douala après avoir incendié son palais et pillé des biens. Et il est mort ici à Douala. Et ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'ici, la communauté Tibati continue de chercher les restes de leurs ancêtres, qui est malheureusement introuvable. Donc, et ici, vous avez le roi Asongani des Bangwa, chez qui plus d'une centaine d'objets ont été emportés dans des années 1901 et 1903. Je vais maintenant m'appesantir sur la violence missionnaire parce qu'elle était justement multiforme. Et nous allons dire que sous le manteau de la conversion des populations dites arriérées ou païennes au christianisme, les missionnaires ont participé à la croisade contre les religions traditionnelles. Et leurs actions, justement, portaient sur l'enlèvement et la destruction des biens culturels qualifiés de manière péremptoire de fétiches ou bien d'objets sataniques et démoniaques juste pour réaliser des tours de passe-passe. Et la taxonomie que la religion chrétienne utilise en ce moment-là, justement, fait des objets de culte, des objets dangereux qu'il faut combattre avec la dernière énergie et n'hésite pas à recourir même à un vocabulaire militaire pour qualifier cette lutte. Et il faut signaler que cela nous appelle aussi, en tant que chercheurs aujourd'hui, à remettre en cause ce vocabulaire qui a servi de cataloguer les biens culturels camerounais. Mais il faut aussi signaler que même les confréries ou des personnes chargées de manipuler ces objets étaient qualifiées de personnes potentiellement dangereuses et étaient également combattues. Et je vais prendre ici une citation pour le prouver, qui vient d'un missionnaire de l'époque, Johannes Hittmann, qui dit « Les associations religieuses sont un foyer de tout le paganisme, en particulier de la croyance au pouvoir, du totémisme et par conséquent de la croyance aux pratiques de sorcellerie. » Donc, avec ceci, on constate que d'une part, les objets cultuels étaient redoutés par les missionnaires, mais convoités par les personnes du musée qui commissionnaient en fait les soldats et même les missionnaires, comme Wilhelm Müller, pour l'acquisition des figures fascinantes comme celle des Longs ou des Congolos. Et Longs et Congolos, ce sont également des figures impressionnantes qui étaient produites pour le culte local ici à Douala et dans la communauté Sawa. Donc, que nous avons là. Et il faut dire que la violence missionnaire à l'encontre des biens culturels sacrés se manifeste également dans la destruction par le feu, pour justement prouver l'inefficacité du soi-disant fétichiste. Mais avant de précipiter ces choses dans les flammes, les missionnaires trouvaient l'occasion de sélectionner ce qui les intéressait et que l'on retrouve aujourd'hui dans leurs différents musées pour servir de preuve de l'avancement du règne, n'est-ce pas, de leur œuvre. Et parlant justement de ces actions de violence missionnaire, il faut aussi dire qu'ils sont intervenus dans le prélèvement des restes humains, parfois instrumentalisés par les personnels de musées. C'est le cas justement ici de mentionner l'exemple de von Luchan dont j'ai parlé tout à l'heure avec Karl Nachostin, qu'il instrumentalise. Nachostin, c'était un enseignant missionnaire. Et que lui dit-il pour l'inciter à enlever les crânes humains? Nous pouvons le lire dans cette citation. Mais je peux très bien m'imaginer
que vous seriez justement en mesure de faire comprendre à vos compatriotes que dans le climat humide du Cameroun, leurs eaux se détériorent très rapidement sous terre sans laisser de traces. Alors que chez nous, ils sont bien nettoyés, lavés et soigneusement conservés dans les armoires en verre ou en fer, qu'ils restent inchangés pendant des siècles et des millénaires. Je pense qu'une telle idée ne devrait pas rester sans impression sur vos compatriotes, du reste moins instruits. Et à côté de cela, on peut justement voir dans cette figure du Biéri, qui vient de la zone du sud Cameroun, ça c'est une urne ancestrale, une urne qui regorgeait en fait des restes d'ancêtres. Et cette figure, ce reliquaire, avait pour rôle justement de protéger. Donc c'était comme des sanctuaires familiaux. Et les missionnaires également ont été très actifs dans le prélèvement ou dans l'enlèvement de ces biens hautement sacrés que nous avons d'ailleurs retrouvés dans un musée en Allemagne, encore avec les crânes à l'intérieur. Et les gestionnaires de musées ne savaient même pas que c'était là. Donc, c'est vous montrer justement l'un des aspects de ces absences qui se manifestent par l'ignorance. Je vais embrayer également directement sur la partie de mon collègue qui n'a pas été là pour parler un peu succinctement des objets de pouvoir, qui fait partie d'une catégorie d'objets que nous avons investigués tout au long de ces recherches et qui est également constitué d'un certain nombre de typologies. Nous pouvons avoir des trônes, comme ici le Mandu Yenu qui a été enlevé, qui a été pris au fer en 1908, venant du pays Bamoun. Nous avons également les cadres de porte que l'on retrouve aujourd'hui exposés dans des musées et qui, dans les zones par exemple de Grassfield, étaient des objets de pouvoir, c'est-à-dire qui symbolisaient le pouvoir politique des rois et la force d'une communauté. Nous avons ici un autre type d'objet qui est un élément de communication et qui peut s'apparenter dans d'autres régions au tambour-parleur. Donc c'est un élément de communication qui faisait justement partie des éléments prisés à l'époque par les colons. Et bien sûr, nous avons également des pipes qui font partie des pipes richement décorées, comme celles que vous pouvez voir là, qui font également partie de ces ensembles d'objets de pouvoir qui étaient enlevés. Et bien sûr, sans oublier des formes spécifiques d'armes que l'on peut retrouver dans des zones soudano-sahéliennes. Et il faut aussi se hâter de dire que ces objets de pouvoir se retrouvent soit à un niveau local, par des types spécifiques, soit à un niveau régional, où on trouve une certaine unicité de forme, ou alors au niveau national, c'est-à-dire que l'on peut retrouver dans chaque communauté et qui symbolise justement le pouvoir de ces différents rois. Ici, vous avez un exemple encore qui vient de la zone soudano-sahélienne, principalement de Tibati, où von Kams a justement emporté plus de 350 objets en 1899 lorsqu'il a mis à sac le palais et emportant également plus d'une trentaine d'immenses ivoires. Et ce qu'il faut aussi dire par rapport à ces objets de pouvoir, c'est qu'ils sont pris dans le contexte camerounais un peu pour rendre les potentats impuissants. En prenant l'objet de pouvoir d'un roi, en fait, vous annihilez son pouvoir, vous le réduisez à rien, que ce soit devant vous ou devant son peuple. Et par conséquent, un tel roi était soit désacralisé, soit destitué. Et lorsque ces objets font la migration pour l'Allemagne, ils acquièrent forcément une autre signification, en partant des objets de pouvoir pour des simples objets d'exposition, des artefacts ou bien des objets ethnographiés. Mais dans la mouvance des débats actuels, on peut constater également une retransformation des pouvoirs ou bien une nouvelle acquisition de pouvoir de ces différents objets qui justement deviennent justement des symboles d'une négociation ou bien de diplomatie culturelle et qui justement appellent à voir de nouvelles formes de relations entre les deux pays. Sur ce, je vais passer la parole à ma collègue qui a également travaillé sur une catégorie d'objets
et qui relève, je crois, du sacré. Donc, Irine, tu as la parole. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Je vais commencer par remercier l'IFC pour l'invitation. Je suis très ravie. Depuis déjà vendredi, je suis dans cette mouvance de cet événement qui, au départ, a vraiment attiré mon attention. Quand j'ai vu la nuit des idées, j'ai dit, je me demande qu'est-ce que c'est. Et évidemment, c'est pas un événement qui se tient en journée. Dans la nuit, c'est un événement qui se tient à toute heure et qui rassemble des personnes qui peuvent discuter et échanger sur plusieurs idées qui concernent tout le monde. Je suis aussi très ravie d'être invitée par The Forest. Je suis actuellement dans la forêt et ça m'étonne parce que pendant plus de 4 ans déjà, je suis allée dans la forêt du sud, de l'est, dans les forêts du sud et de l'est pour interviewer des gens sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était des vieillards, on peut dire ainsi, c'était des chefs traditionnels. Aujourd'hui, je me retrouve dans la forêt pour partager ces informations rassemblées pendant ces années, pas aux vieillards, pas nécessairement aux vieillards, pas aux Camerounais, pas aux Allemands, comme on a eu l'habitude de le faire depuis déjà plus d'1 an, mais à un public différent. Et ça me ravit vraiment que cette thématique intéresse tout le monde ici présent. Comme mes collègues viennent de le dire, il y a une grande présence d'objets patrimoniaux, soit-ils des objets sacrés, des objets de pouvoir, ou tout autre objet de la vie quotidienne dans les musées allemands. J'aimerais commencer mon allocution par cette citation du prince Koumandoumbé III qui dit « Une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison ». En parcourant les listes des musées ethnographiques en Allemagne, on se rend compte de cette grande présence des objets issus de la période coloniale. Mais lorsqu'on se retourne vers les personnes victimes de spoliation au Cameroun, le résultat est tout autant choquant. La première question qui nous a motivés à faire une recherche de provenance inversée est celle de savoir ce que pensent les communautés d'origine victimes de spoliation quant à la muséalisation de leurs biens culturels sacrés en Allemagne. Dans ce projet qui s'est tenu depuis déjà 3 ans, nous avons eu la possibilité de se balader dans au moins 6 régions au Cameroun et nous sommes entrés en contact avec près de 20 communautés avec qui nous avons pu échanger sur des questions culturelles, historiques, identitaires et mémorielles en rapport avec le patrimoine culturel dans les musées. Nous citons entre autres les peuples Maka, les Beti, les Vouté, les Ngumba, Mabi, Bakweri, Bakoko, les peuples Douala en général et les Bamileke à l'ouest du Cameroun. Nous avons pu échanger avec des chefs traditionnels, des patriarches, des notables, médecins traditionnels, ritualistes, voire des simples citoyens sur les enjeux de cette grande présence du patrimoine culturel en Allemagne. Et cette photo que vous voyez sur le tableau est une illustration de mes entretiens au sud du Cameroun, à Kribi précisément, avec le regretté mémoire Monsieur Zambi Jean-Baptiste, que j'ai rencontré en 2020 à Kribi, où j'allais investiguer sur la figure de Reliquaire Bierry, une pièce que j'ai retrouvée dans une collection au musée des 5 continents à Munich. Les premiers contacts avec les premières communautés visitées furent au départ un grand choc, car les réponses reçues aux questions formulées laissaient croire que ces objets n'auraient jamais été emportés de ces localités. D'un village à l'autre et en fonction des objets, il était difficile de rencontrer des personnes qui pouvaient aisément identifier parmi eux ceux qu'ils peuvent connaître, voire parler de leurs fonctions facilement.
3 régions manifestent visiblement cette absence, d'après nos recherches. Nous avons la région de l'Est, du centre et du sud. L'absence se perçoit à plusieurs niveaux. Au niveau des communautés d'origine, l'absence des biens culturels anciens laisse le constat d'un lien étroit entre le passé ancestral et les présentes générations. Chez certains, les objets culturels anciens restent des souvenirs marquant une époque qu'ils n'ont pas vécue et dont un lien intergénérationnel a été brisé. Le lien brisé est une conséquence de cette non-transmission intergénérationnelle que l'on peut aussi lier à l'absence des objets qui servaient parfois de point de repère. De même, les objets aujourd'hui absents au Cameroun et présents dans les musées allemands servent de truchement entre les populations et le passé ancestral. Ils sont pour la plupart des objets des ancêtres et font désormais figure représentative d'un passé jadis peint de fétichisme et de magie dans les mémoires des générations présentes. Considérés comme des fétiches, les objets rituels, par exemple, sont dans les collections allemandes, sont aujourd'hui le miroir d'un passé défini par la magie et la sorcellerie aux yeux de ceux qui désormais sont des chrétiens, comme le fait comprendre un chef traditionnel, et c'est déplorant, un chef traditionnel que j'ai rencontré dans le sud, à Ngumba, chez les Ngumba, précisément à Lolodov, lorsque j'ai demandé s'il connaît et utilise encore la figure de Rilke Bieri. Il m'a répondu, je cite, « Comment puis-je t'expliquer cela clairement? Je t'ai dit que je suis maintenant chrétien, je ne peux plus te l'expliquer clairement. Nos parents s'en servaient pour les fétiches et les services traditionnels au village. Aujourd'hui, je suis chrétien et j'ai oublié toutes ces choses depuis longtemps. » On remarque que cette description des objets par les communautés d'origine rejoint les descriptions des musées ethnographiques qui utilisent les termes profanes dans le catalogage des objets, en l'occurrence les mots comme fétiche, idole, sorcellerie, sortilège, figure hantée, objet rituel, magie, etc. Tous ces mots en général sont des mots qui renvoient au concept du fétichisme. Ces mots collés aux objets sont récurrents dans les listes des musées ethnographiques en Allemagne, en l'occurrence celui de Berlin, Stuttgart, Leipzig. Vous verrez en parcourant l'atlas de l'absence, selon chaque musée, les catégories d'objets qu'on peut retrouver. Dans l'atlas de l'absence, vous verrez aussi un chapitre sur le plaidoyer pour une langue décoloniale dans les musées, écrit par le professeur Albert Guafo, un essai de déconstruction de la terminologie utilisée dans les musées pour décrire les objets issus du contexte colonial en Afrique. Cependant, on a constaté avec les recherches, avec les entretiens qu'on a menés, que le contexte colonial n'a pas toujours laissé une absence visible, car on observe une résilience systématique chez certains groupes locaux depuis l'époque coloniale. Au Cameroun, la résilience est marquée par ce qu'on appelle le travail de mémoire. Le travail politique de mémoire des membres de la King Maese Foundation, par exemple, chez les Mabi, dans le sud du Cameroun, en est un exemple. Il s'agit dans cette société d'un groupe de personnes, de patriarches notables, chefs traditionnels, ritualistes et prêtres traditionnels qui ont fait naître la fondation King Maese, où force et connaissances s'unissent pour faire valoir la culture Mabi à travers la restauration de la mémoire, les processus de réclamation, des valorisations de la culture, des actes d'initiation à la spiritualité et à la tradition. Selon eux, c'est pour restituer les faits historiques et ancestrales méconnus des nouvelles générations que voit le jour de l'association qui porte le nom de leur king, de leur chef, de leur icône historique, le King Maese. Pour eux, il est question de valoriser le patrimoine culturel des peuples de la région du Sud en général et redonner aux peuples leur identité perdue.
Une autre forme de résilience est la conservation des objets culturels. Il est vrai qu'en termes d'objets, les musées au Cameroun tels que le musée national, les musées des civilisations, les musées privés, les musées maritimes, les musées royaux ne sont pas toujours vides de contenu. C'est une forme de résilience non négligeable, car ils témoignent de l'histoire du peuple camerounais, même si le chiffre n'est pas considérable face à 40 000 objets déplacés de leur contexte de naissance depuis la période coloniale en Allemagne. Dans le cadre de mes recherches, j'ai pu constater qu'un groupe de voûtés du village Ngila, au sud Cameroun, représenté sur la carte, dans le centre, représenté sur la carte, conserve encore aujourd'hui des exemplaires d'outils de guerre datant de plus de 100 ans. Ils témoignent que beaucoup de ces objets qu'ils ont encore au sein de la chefferie avaient déjà été utilisés par les guerriers pour combattre les Allemands pendant les guerres et la colonisation. À côté du travail de mémoire, le processus de résilience laisse place à une réinstitution des objets dans les sociétés contemporaines. D'une société à l'autre, les objets n'ont pas toujours la même considération. À l'Ouest, par exemple, on ne tiendra pas le même discours aujourd'hui, car c'est une région marquée par sa forte résilience en art, de sauvegarde de la culture et de l'identité culturelle, voire la préservation de la tradition ancestrale. On remarque tout de même que certaines communautés, comme les Mabis, dont je viens de parler, essayent aujourd'hui de trouver des moyens d'instaurer de nouveau, comme la tradition le demande, la pratique du culte des ancêtres, qui passe par la conceptualisation de la statuette Bieri, qui est pour eux le symbole le plus important de la spiritualité. Je viens de citer. Pour conclure, je peux dire que l'absence des biens culturels au Cameroun et leur présence abondante dans les musées publics en Allemagne donne une impulsion de continuer à remettre en question cette présence absente. C'est pourquoi les interlocuteurs au Cameroun posent toujours la question de restitution à la fin des entretiens, avec une inquiétude profonde de savoir si leurs objets, leur patrimoine, pourront un jour retourner sur leur terre. D'après les entretiens, certains ne croient pas toujours à une possible restitution. Ceci peut être à cause de leur position sociale, mais aussi à cause du manque de réponse quant à la question de savoir où se trouvent leurs objets en Allemagne. D'autres, par contre, restent confiants à l'idée que nous, chercheurs, avec le soutien de l'État, que nous sommes ici présents, pourront les aider à engager et à suivre des demandes de restitution. Pourquoi pas dire, certaines communautés et plusieurs communautés, ont déjà engagé des demandes de restitution de leurs biens culturels en Allemagne. Nous avons l'exemple de la Ngonso, la reine du peuple So, dans le sud du Cameroun, dont les réclamations suivent leur cours depuis plus d'une décennie déjà. La restitution de la Ngonso est d'ailleurs thématisée dans ce livre par un collègue qu'on a présenté au départ, Foga MC Cornelius. Et vous pouvez aussi, en parcourant l'Atlas de l'absence, lire Le Prince Koumandoumbé III sur les défis liés au processus de réclamation des biens culturels camerounais et surtout du tangué du roi Mbappé, Kouma Mbappé, à la longue prison en Allemagne. Cher public, nous sommes convaincus que ce travail que toute l'équipe a mené en amont depuis plus de 3 ans déjà porteront des fruits quant à l'évolution des réclamations de restitution de biens culturels sur l'étendue du territoire camerounais, car nous ne nous arrêterons pas là. Le but de notre recherche au départ était d'aller au Cameroun, d'aller dans les musées, s'informer en informant. Durant ces années, nous nous sommes déjà assez informés, et ça c'est clair. L'Atlas en est un exemple. Les prochaines années nous serviront d'informer afin de mieux sensibiliser les petites communautés camerounaises qui sont dans la forêt, qui sont à l'ouest,
qui n'ont pas toujours la possibilité d'être au parfum de l'actualité sur leurs biens culturels comme nous ici présents. Je vous remercie. Et on ne va pas abuser de votre patience, mais finir par quelques perspectives d'avenir en répondant à cette question et maintenant, alors en vous disant qu'on a un groupe parallèle, un groupe ami qui travaille avec nous sur ces questions des expéditions dites punitives que vous voyez ici énumérées sur leur tableau noir dans notre bureau. Cette équipe, c'est celle de Yann Le Gall, Anand Joigne et Elias Aguiga qui vont continuer leur liste de déjà 181 expéditions militaires, d'agressions militaires pendant la période coloniale allemande. Ils travaillent à mettre en lien ces moments militaires, ces événements militaires avec la géographie du Cameroun d'une part et d'autre part avec ce qu'on trouve dans les musées. Ils avancent bien, c'est-à-dire que maintenant ils peuvent prouver qu'un grand nombre de pièces ont été prises dans tel ou tel moment de violence coloniale majeure. Par ailleurs, nous travaillons avec une autre équipe aussi à Tchang sur l'idée de reconnexion des objets, reconnexion proche bientôt. On devrait, peut-être dans notre génération, nous qui vivons aujourd'hui, ne pas mourir avant que quelques restitutions ou de nombreuses restitutions ont été faites. Et donc on réfléchit déjà ici à la manière de reconnecter ces objets. Vous voyez à l'arrière-plan une manifestation à l'université de Tchang en février. Nous continuons de nous poser beaucoup de questions sur la terminologie. Vous avez vu qu'on a parlé d'objet tout le temps. En réalité, dans le livre, on a barré le mot objet parce qu'il ne convient pas à ces choses. Et je voudrais vous montrer en un instant, puisqu'on a parlé d'Enso et qu'on a tellement parlé de notre collègue Foga et qu'on est en zone aussi un peu anglophone ici, un tout petit extrait de sa réflexion à lui dans le cadre d'une conférence qu'on a faite sur l'idée de la agency des objets, enfin des objets entre guillemets. On s'est beaucoup, on a passé des centaines d'heures à discuter et à dire qu'il ne fallait pas dire objet parce qu'objet c'est passif, qu'on pouvait parler de sujet, qu'on pouvait parler d'entité, d'art. Voilà, on cherchait d'autres mots et lui, le jour de la conférence, nous a dit tous vos mots, ça marche pas du tout. Je vais vous dire, il est très sûr de lui. Je vais vous dire ce qu'il faut penser, comment il faut penser. Vous allez voir, c'est une minute juste qui nous a paru assez intéressante pour être ici. So instead of talking to you about agencies and why they're agencies because they have a soul and a spirit, this is a coffee mug. And I think this also answers the question of what is going on in Cameroon with regards to restitution. This is a coffee mug. This is a pen. Now, if I put both things into relation, the cup has started gaining some kind of agency. It's producing a sound. Now, if I hit this rhythmically and I sing, "Oh, Jamansa Kemgele, oh," this is one of the songs that people sing in Saw to remember colonization. In fact, within it, it's engendered a demand for restitution. Now, the argument about the agency of the cup or about the agency of the subjects is not just that agency is inherent within them. The agency is relational. I hit it with the pen. My voice accompanies it, a certain rhythm, sound, meaning, names. Agency is relational. We cannot argue, therefore, that these objects have agency within European museums if they are not put back in the relations that engender that agency. Et on va laisser le dernier mot à Foga en vous remerciant beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions et qu'on a un peu de temps, je regarde les maîtres des lieux, nous serions heureux de pouvoir y répondre. Un grand merci. And I think this also answers the question of what is going on in Cameroon with regards to restitution. This is a coffee mug. This is a pen. Now, if I put both things into relation, the cup has started gaining some kind of agency. It's producing a sound. Now, if I hit this rhythmically and I sing, "Oh, Jamansa Kengele, oh," the agency is relational. I hit it with the pen. My voice accompanies it, a certain rhythm, sound, meaning, names.
agency is relational. We cannot argue, therefore, that these objects have agency within European museums if they are not put back in the relations that engender that agency. Et on va laisser le dernier mot à Foga, en vous remerciant beaucoup de votre attention. Et si vous avez... Le titre d'Atlas de l'absence, j'étais particulièrement déboussolé parce que comment faire l'Atlas de quelque chose qui est absent? Le dieu Atlas avait été puni de porter sur ses épaules toute la terre, le monde, parce qu'il a voulu aider les hommes pour une raison précise. Alors, dire que vous allez faire l'Atlas de l'absence, c'était comme si vous capituliez déjà devant la perspective d'avoir autre chose à faire qu'à porter sur les épaules le poids du monde. Et effectivement, je suis heureux de me rendre compte que vous vous posez des questions. Vous ne prenez pas ça comme une condamnation. Et je vais particulièrement insister sur une chose. Quand j'ai fait ce livre, j'avais rédigé près de 200 pages sur la question de l'absence. Je ne les ai plus. Donc, absence, c'est de l'absence. Le fond de la question étant, comment parler des absents en envisageant un futur réconcilié? Parce que si on ne fait pas attention, on sera un peu comme le chimiste qui met en présence les éléments de l'explosion d'une bombe atomique et déclenche un processus irréversible de destruction, anéantissement final de tout ce que l'on avait encore comme perspective de construction possible. Je le dis pourquoi? Parce que la première question que je me suis posée devant certains rapports qui datent de 1918, on décrit comment la Schutztruppe quittant Yaoundé au-delà du pays Eton tombe sur les chutes de Nachtigal. On est en pays Eton. Il y a des villageois qui résistent de façon irascible. Après avoir vaincu ces villageois, tous les enfants sont collectés par les éléments de la Schutztruppe, mis dans des paniers et jetés dans les chutes de Nachtigal. C'est documenté. Avec le rire de ceux qui perpétrent cet acte, qui ont perpétré cet acte, des enfants. Nous savons bien que le lien à l'enfant est sacré pour tout être. Prenez un petit chat, faites-le miauler ici, vous entendrez tous les autres chats miauler. Faites aboyer un petit chien ici, vous entendrez tous les autres chiens réagir. C'est là que se trouve la question centrale de ce travail que vous faites, à mon avis. Si on n'y prend pas garde, on risque, après avoir reconstitué les collections, être impossible dans la suite à reconstituer les collecteurs et ceux pour qui on a collectionné. C'est la première remarque que je voudrais donner. La seconde remarque, c'est oui, ils ont fait cela en leur temps. Le temps ne passe pas sur la blessure. Et cette blessure est béante. Mais on peut imaginer qu'on la soigne. On peut imaginer que l'occasion du soin de la blessure devient l'occasion de la restitution de l'humanité de part et d'autre. Très vite, en Allemagne, vous êtes heurté et vous continuerez à vous heurter n'importe où par le malheur des H. En français, il y a le H de la honte qui empêche quelqu'un de reconnaître qu'il a mal fait ou qu'il a bien fait parce que son image de marque quelque ne va pas passer. Le H de l'humiliation, dire à quelqu'un qui prétend qu'il est la civilisation, qu'il est plutôt le symbole de la barbarie,
peut déboucher sur les méfaits de ce H. Et l'autre H, c'est le H de la haine. De la haine. Au moment des actes que vous présentez, la haine est maîtresse du terrain. Aujourd'hui, où vous rentrez dans ces objets, le mot objet étant entendu ici comme quelque chose dont on ne sait pas l'utilité, vous vous retrouvez une fois de plus devant ce risque. Je suis très attentif à ce qui va se passer ensuite. Parce qu'on va se retrouver au cœur de la question de l'économie du développement. Le développement demande qu'on tienne bien 3 niveaux. Infrastructure, structure, superstructure. Vous êtes en train de vous attaquer aux superstructures par des éléments d'infrastructure qui paraissent anodins, mais qui sont redoutables. Redoutables. Et je dis que ce soit fait dans le cadre de travaux universitaires, ce n'est que le début de la chose. Qu'en est-il au niveau de ces sociétés pour lesquelles ces objets rappellent qu'ils ont été vaincus dans la guerre de la protection des leurs à cause en partie de leur propre incapacité d'humanité. Vous avez présenté certains habits, je les ai regardés. Sur ces habits, il y a des symboles de la méchanceté au superlatif, qui est celle du guerrier, qui va en guerre pour tuer. Mais qu'est-ce qui va tuer? Un être qu'il est par la propre société. Donc, on ne commence pas par restaurer pour les uns et les autres. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, avec un certain dégagement? On risque d'être soi-même instrumentalisé par ceux qui continuent de part et d'autre partout dans le monde à être des menaces à la paix, à la sécurité et à la quiétude entre les êtres ou les personnes de notre espèce. Quand vous commencez par dire ce sont des pièces de musée, c'est une violence. Ce ne sont pas des pièces de musée. Ce sont des pièces de la vie normale, courante. Quand vous les ramenez aujourd'hui à la vie normale, courante, réfléchissez à ce que ça faisait dans cette vie normale, courante. Et dites-vous, est-ce que ça faisait du bien aux gens ou est-ce que ça leur faisait du mal? Est-ce que vous allez être uniquement des rapporteurs de choses? C'est le mot qui devait être à la place d'objet. J'ai bien compris ce que mon collègue a dit, mais il a oublié que dans la langue maternelle qu'il parle, on parle de choses. On ne parle pas d'objets, on parle de choses. Et les choses ont des propriétaires. Et les propriétaires ont des finalités à leurs choses. Ils ont des droits et des devoirs par rapport à ces choses. En même temps que vous faites ce travail qu'il ne faut pas arrêter, il faut armer de l'autre côté le travail qui permette aux uns et aux autres de se poser des questions sur qu'est-ce que nous faisons de nos choses et qu'est-ce que ces choses révèlent de nous. Les objets que vous avez manquent 2 catégories, les animaux vivants et les végétaux. Nous rentrons dans cet espace en passant devant une petite table qui expose la présence d'une plante. Vous connaissez cette plante qui est juste là à l'entrée. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est là. Le monsieur des lieux n'a pas pu s'empêcher de les mettre là. Ils sont dans des bocaux, très mal à l'aise. Ils ont du mal à respirer. Il s'agit d'une plante dont le simple bourgeon mis dans l'eau, avec le moindre caillou, peut pousser des racines et refuse de mourir. Elle est là, elle est très mal en point. Il y a plusieurs bocaux. Rien que ça, c'est un discours. Le discours végétal participe à la restitution d'un environnement apaisé ou alors endiablé quand on manipule ces objets dont vous parlez. J'ai été également interpellé par le fait que vous manipulez des objets qui, pour ceux à qui vous allez parler, sont des objets interdits. Tilt, interdits. Pourquoi?
Pourquoi sont-ils interdits? Vous avez parlé du pouvoir. Donc ça signifie que l'inégalité dans la société est établie à normalité parce que certains peuvent avoir un pouvoir sur les autres. C'est une question déjà. Nous devons nous questionner là-dessus. Et si nous nous questionnons dessus, ce n'est pas pour faiblir dans la quête, c'est pour la compléter par un effort de travail politique. Je n'ai pas dit politicien, j'ai dit politique, c'est-à-dire de responsabilité assumée en entier sur ce que ça va révéler, indépendamment de qui va être content ou mécontent. C'est ça la place de la science où vous vous trouvez. J'ai vu par exemple mon ami qui parlait tout à l'heure, qui a sur lui un habit avec des motifs. Il vient de se lever. S'il regardait les motifs, il s'interrogerait. C'est la même chose pour ce que vous trouvez dans ces musées. Et c'est la même chose pour ce que vous allez susciter en disant que vous allez faire revenir ou ne pas revenir certains éléments. Tout ceci pour vous dire une chose simple. De mon humble et vraiment tout petit avis, la tâche est immense, mais on ne doit pas capituler. Elle est immense et elle n'est rien, puisqu'il s'agit de volonté de personnes. Les objets dont vous avez parlé ne touchent que la moitié, je veux dire, même pas la moitié, le tiers, peut-être même pas le tiers, le dixième, là encore je suis lâche, de ceux qui doivent avoir voix au chapitre. Vous n'avez pas constaté que tous ces objets sont des objets d'hommes? Vous n'avez pas constaté? Tous ces objets sont des objets d'hommes. Si, je peux vous remercier beaucoup de votre avis, très sage, et je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure de la question du danger. Juste un mot, nous on a vraiment le sentiment d'avoir mis en effet une goutte d'eau dans un océan avec des vents contraires, avec des vagues très grandes parfois, et nous sur notre petit radeau, d'être là-dedans. Donc les dangers dont vous parlez, je pense qu'on les a en tout cas ressentis. Mais sur les objets d'hommes, juste un mot, un membre de notre équipe qui s'appelle Bansoa Sigam a travaillé exclusivement sur la question de ce qu'elle appelle le matrimoine. Le matrimoine, ce sont les objets, non seulement dans sa définition, c'est la thèse qu'elle est en train de le consacrer à ça, non seulement les objets pris aux femmes, et elle s'interroge sur les conditions qui ont rendu possible que des hommes prennent des objets à des femmes, comme l'a évoqué, objets, des choses à des femmes, d'une part, et d'autre part, elle s'interroge aussi, parce que ça a eu lieu un peu plus tard dans le siècle, sur les collections qu'ont formées des femmes. Parmi les missionnaires, il y avait pas mal de femmes aussi. Et voilà. Donc, nous, notre constat, c'est que précisément, une des formes de violence qu'on trouve dans ces collections, c'est que ce ne sont pas que des objets d'hommes. Et ça nous inquiète encore plus de voir qu'il y a beaucoup d'objets de femmes et que ces femmes, de toute évidence, ne les ont pas donnés autour de 1900 spontanément. Tu veux dire quelque chose? Merci. Bonsoir. Je m'appelle Brenda Wadjetokofi. Je suis chargée de mission culturelle à l'IFC, mais je suis aussi ancienne masterante sur le sujet des restitutions, parce que j'ai travaillé sur le Bénin, donc c'est un honneur de vous rencontrer tous les trois. J'aurais une question en particulier. Vous avez évoqué le fait que des musées allemands se sont rendus compte d'avoir certaines pièces dans leur collection, qu'elles soient en réserve ou autres. Je crois que l'Allemagne a déjà fait en sorte qu'un guide soit sorti sur les questions de traitement de ces collections-là. Maintenant qu'ils savent qu'ils ont des objets qui étaient inconnus jusque-là, comment est-ce qu'ils traitent ces questions? Comment est-ce que les objets sont présentés ou pas dans la réserve? Et voilà, c'était tout. Je vais laisser tout de suite mes collègues répondre qui ont passé de nombreuses heures dans les réserves. Je voudrais juste dire aussi, en réponse à l'intervention de tout à l'heure, la motivation de ce travail, c'est que pendant plus de 10 ans, les musées allemands ont prétendu, ces 10 dernières années, qu'ils n'avaient pas de collection coloniale. Et que quand vous êtes un chercheur ou une chercheuse, historien, historienne, et qu'on vous répète « Non, mais non, oh !» Voilà, nous, ça nous a vraiment, on dirait en anglais, triggered. Et on s'est vraiment mis à la tâche pour aller... En fait, notre première envie, c'était aussi de démonter un mensonge institutionnel très fort. Et maintenant, on a ça sur la table. Et ce qu'en tirent comme conclusion les musées allemands, je pense que mes collègues peuvent le dire très bien aussi.
Oui, merci pour les différentes interventions. Pour la première, je vais tout simplement dire que en tant que chercheur, je pense que le risque fait partie de notre métier, mais un risque bien mesuré. Il n'y a rien qui soit inventé dans ce livre. Donc, nous sommes partis sur la base des faits, sur la base des archives qui sont conservées dans les différents musées. Donc, au moins sur ce plan, nous pouvons être tranquilles. Maintenant, c'est plutôt, comme dit Bénédicte, à toutes ces personnes de dire comment est-ce qu'ils ont eu ces choses, s'ils estiment que ce qui est ici est faux, et qu'ils disent, qu'ils montrent qu'ils disent comment ils les ont eus. Pour la deuxième réaction, je voudrais vous prier de rappeler à nouveau la question. Comment les musées gèrent, qu'est-ce qu'ils montrent, comment ils font, etc. Oui. Justement, depuis 2018, il y a un guide qui est paru en Allemagne ça s'intitule Guide pour justement le traitement des biens issus des contextes coloniaux et non du contexte colonial, puisqu'en ce moment c'est étendu aux autres contextes coloniaux, c'est-à-dire portugais et espagnol. Mais ce guide dit expressément, et ce guide ne méconnaît pas la violence coloniale dont nous avons parlé ici et pour lesquelles nous avons fourni les preuves, mais le guide semble prioriser les éléments à restituer. Par exemple, les parties d'ancêtres que nous appelons un peu gauchement les restes humains. Donc, le guide priorise la restitution des restes des ancêtres, mais pour ce qui est des choses ou des biens culturels matériels, le guide semble recommande peut-être un traitement au cas par cas ou bien par musée. Du moins, ce n'est pas tellement ça qui nous a occupés. Comme elle a dit si bien, c'était d'abord de démonter, n'est-ce pas, certaines assumptions qui nous semblaient vraiment intenables. Voilà, je vous remercie. Richard a parlé du guide. Moi, j'aime bien dire moi quand on est en train de discuter ces questions parce que on a certes collectivement travaillé, mais chacun a mené une recherche en amont pour ce grand résultat. Et je suis déjà allée dans plusieurs dépôts de plusieurs musées et je vous assure, c'est pas tous les musées qui ont une exposition, on dit exposition temporelle ou bien Exposition permanente. C'est pas tous les musées qui ont une exposition permanente. Le musée de Stuttgart, par exemple, son exposition n'est pas aussi grande que le chiffre, le nombre d'objets qu'il a. On parle de 8000 objets, mais lorsqu'on va dans l'exposition, on ne voit que quelques pièces qui représentent ces milliers d'objets-là. Et ils disent avoir exposé ou montré ou représenté, parce qu'ils utilisent le mot représenter, les communautés, le Cameroun avec cette exposition. Mais le dépôt, les réserves sont choquantes parce que lorsqu'on entre, ils sont dans les vitrines, vraiment en tas et vraiment... Visiblement, ils n'ont pas d'informations et je vous rassure, il n'y a pas quelqu'un ici qui ira dans une réserve facilement. C'est tout un grand travail et c'est difficile. Donc, pour la conservation, nous ne savons pas vraiment comment ils font pour conserver ces objets. On parle d'objets qui ont été intoxiqués, qui sont aujourd'hui dans les réserves. Et vraiment, c'est très difficile parce que c'est une autre thématique. Nous nous intéressons, nous sommes
intéressés aux listes Excel qu'ils nous ont fournies et à quelques objets qu'on a pu nous présenter dans ces réserves-là, parce qu'on ne nous présente pas tout. Ils sont là dans les vitrines, mais on n'a pas la possibilité de toucher et de manipuler les objets individuellement. Merci. Bonsoir à tous. Je vous dis déjà merci pour toutes ces connaissances partagées avec nous ce soir. Je suis doctorante et je suis Karine Edou. Je m'intéresse aux questions de médiation des savoirs. Et Madame Bénédicte, je vous suis depuis votre rapport avec Felwine-Sarr et je me suis rendu compte qu'il y a une dimension connexion que vous occultez dans vos travaux, la médiation des savoirs. Que restitue-t-on? Si on restitue des objets, là je peux comprendre, mais si on restitue des choses, je pense qu'il y avait un savoir, un certain nombre de savoirs qui accompagnaient l'utilisation de ces choses-là. Mais si on restitue sans parler de ces savoirs, je pense que ce sera simplement des objets qu'on va nous ramener et qui ne nous serviront plus à rien. Donc j'aimerais vous demander, est-ce que vous pensez justement à étendre vos travaux dans ce sens-là, la médiation des savoirs, comment reconnecter ces objets? Voilà, merci. Merci beaucoup. En un mot, j'ai évoqué tout à l'heure le projet qui s'appelle Reconnecting Objects, d'une part. Donc, il y a un autre pan de notre équipe qui s'intéresse à ces questions-là. Mais surtout, peut-être encore redire la même chose. C'est seulement, ce qu'on a fait là, c'est seulement une contribution qui a rendu visible un phénomène que tout le monde ignorait. Les musées allemands ne le savaient pas. Chacun savait à peu près combien il avait. Mais ils ne savaient pas que si on les mettait les 45 ensemble, ils arrivaient à 40 000. Donc ça, c'était une découverte. Et puis surtout, ici, l'opinion publique, la société civile camerounaise ne le savait pas non plus. Maintenant, on sait ça. Mais de toute évidence, comme vous le disiez tout à l'heure, nous ne sommes pas en train de porter Atlas et le monde entier. On ne pourra pas, nous, l'équipe que nous sommes, donner les significations de cet objet, de ces choses, soit parce que, d'abord, elles ont été complètement perdues, et les musées ne savent pas du tout ce qu'ils ont. En fait, on peut dire que c'est des espèces des amas, c'est amassé dans ces endroits. Et nous, ce qu'on fait, c'est que le début d'un processus, et on espère beaucoup que les spécialistes, et on a commencé à avoir des échanges, hier par exemple au Musée national de Yaoundé, eux pourront entrer et dire voilà telle et telle pièce à tel et tel usage. Et juste pour la médiation de ce qui nous concerne nous, c'est-à-dire rendre visible ce phénomène, on a été heureux par exemple que cet atlas sur lequel on a travaillé a été pris par un musée, le musée de Leipzig, qui en a fait une exposition. Donc c'était on voit qu'il va maintenant faire des pas. Si vous voulez prendre des informations et le faire, vous n'avez qu'à aller sur Internet avec votre téléphone. On a mis tout, les textes, donc ce gros livre en allemand, mais des traductions françaises, des traductions anglaises, les 1000 pages d'inventaire que nous avons compilées, tout est accessible en un clic sur les téléphones, et même pour ceux qui n'auraient pas Internet, on a mis ça sur des sticks, sur des clés USB si vous voulez. Maintenant, l'idée c'est que chacun se serve là-dedans, que ce soit des artistes, parce qu'on croit beaucoup au fait que certains artistes ont ce lien particulier avec des questions de signification qui nous échappent, ou que ce soit des chercheurs et des chercheuses comme vous, des historiens, des historiennes, des médiateurs, etc. Donc nous, on a juste apporté ça dans le panier. On va continuer pendant 2 ans à communiquer, c'est-à-dire à venir faire des interventions à différents degrés. On va apprendre beaucoup, on va se taire aussi beaucoup plus, on va beaucoup plus écouter. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui pourrons, en tout cas pas moi, moi je suis spécialiste de Napoléon à l'origine et des spoliations napoléoniennes. C'est comme ça que ça a commencé. Donc le Cameroun, si vous voulez, je ne pourrais pas aller vous dire des significations de... j'ai fait des progrès, hein. Je connais maintenant, etc. Mais voilà. Donc je passe volontiers la parole à mes collègues sur cette question, ou sinon, s'il y a une autre question. Merci infiniment. On peut les applaudir effectivement très très fort.